Allora, bonsoir. Buonasera a tutti. Bonsoir, mesdames et messieurs. Grazie. Innanzitutto la Fondazione Je tiens à Jan remercier en tout Michalski, premier lieu la per l'invito, per Fondation l'accoglienza. Jan Grazie a Michalski Natalia pour Granero. son accueil. Merci à Natalia Grazie a Granero. tutti Merci voi per essere venuti. à vous tous d'être présents Davvero ce un soir. piacere chiacchierare questa sera con Matteo C'est un grand plaisir pour moi Matteo d'avoir cette Righetto, occasion uno de scrittore, bavarder ce soir romanziere, avec Matteo un Righetti, filosofo qui est della un montagna. écrivain, Anzi, un philosophe de la vive montagne. parte dell'anno sulle Il vit dans les Dolomiti, Dolomites une in partie de montagna. l'année, il habite en montagne. Tra l'altro ha scritto tra i suoi libri più Et parmi les amati, livres La pelle les dell'orso, la plus trilogia della connus, patria, La peau de l'ours, La stanza delle mele, La Il sentiero chambre selvatico, des uscito pommes, l'anno scorso, Il Sentiero Selvatica, Le Sentier Sauvage également pour Feltrinelli. Il a reçu des prix, le prix de Dolomite UNESCO, l'année dernière le prix Il Pelmo d'Oro, et il est aussi président d'une section du CAI, le Comité alpin italien. Cette année, c'est son livre Il Richiamo della Montagna, L'appel de la montagne, qui est paru chez Feltrinelli. C'est surtout de ce livre que nous allons parler ce soir. Alors, Matteo, ce livre, il commence par la mention des 10 secondes dans le glacier de la Marmolada, un dimanche du mois de juillet. Et ces 10 secondes, on va y revenir plus tard dans notre discussion. Ces 10 secondes sont celles du moment où le glacier de la Marmolada s'est effondré. Alors, je voudrais commencer par le titre. Ce titre, L'appel de la montagne, c'est un très beau titre. C'est un titre parce qu'il nous permet d'entendre la voix de la montagne. Et dans cette voix, on entend aussi à la fois le silence, le bruit et cette rumeur terrible de l'effondrement du glacier, le bruit de l'eau aussi. Ce livre, je crois qu'il faut le lire comme une sorte d'invitation à écouter cette voix de la montagne. Une voix que nous avons peut-être oubliée. Donc c'est une invitation que tu nous fais d'écouter, de réécouter cette voix. Alors, avant tout, merci David, merci de cette introduction, merci d'être avec moi ce soir. Je tiens à remercier vraiment très chaleureusement la Fondation Jan Michalski pour cette invitation qui est très prestigieuse. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Et je dirais, ce n'est pas moins important, je tiens à remercier aussi Madame Granero pour cette invitation. Et puis, j'en viens maintenant à ta question. L'appel de la montagne, de toute évidence, renvoie à une dimension auditive, phonétique. Mais d'un point de vue sémantique, cette idée d'appel, on peut l'entendre de deux façons différentes. On peut y voir une voix qui nous appelle pour nous ramener vers nous-mêmes. Et en ce qui me concerne, l'intention, c'est de voir la montagne comme un foyer ancestral, donc un appel pour revenir à l'origine. Mais la deuxième façon de percevoir cet appel, c'est un avertissement, une alarme, une invitation à faire attention, un appel à la prudence. Un appel qui nous est lancé pour commencer à comprendre que nous faisons fausse route et qu'il faudrait commencer à changer de voie, de route, de chemin. Mais cet appel, et toujours en restant dans ce domaine de l'ouïe, du sonore, du vocal, il peut aussi s'exprimer de diverses manières. La montagne, toutes les montagnes nous ont montré ces dernières années, ces années si difficiles, qu'à cause de l'agression sans limite dont elles sont victimes pour des raisons de profit, mais aussi pour des raisons liées au changement climatique, au réchauffement climatique, la montagne nous a montré deux choses, deux voies. La première, c'est celle du désespoir. Et la deuxième est plus poétique, sans doute. Donc la première, celle du désespoir, nous l'entendons quand nous sommes face à un événement terrible, la tempête Vaia, par exemple, ou l'effondrement du glacier. La tempête Vaia, elle a entraîné la chute de 16 millions
d'épicéa dans les Alpes en quelques heures. Ce fut un cri infernal, un cri d'angoisse. Mais c'est une des voix de la montagne. Et puis, il y a aussi l'autre voix, la voix plus poétique, et c'est celle sur laquelle je me concentre plutôt dans la deuxième moitié de l'ouvrage. Cette voix nous appelle à vivre de façon différente, à vivre davantage en symbiose avec la nature pour rééquilibrer notre rapport avec le milieu naturel. Tu viens de parler de pamphlet pour dire ton livre. Alors c'est vrai que ce livre, ce n'est pas seulement un essai, ce n'est pas seulement un texte poétique, c'est vraiment un discours que tu tiens au sujet de la montagne et avec cette invitation à repenser notre rapport avec elle. Il n'y a pas que le paysage. Ce n'est pas que le paysage parce que, en général, dans ce genre littéraire d'écrit sur la nature, on évoque les paysages. Mais toi, tu parles de la nature, ça va bien au-delà du paysage. Tu nous invites justement à faire face à des problèmes comme les changements climatiques, le réchauffement de la planète, mais aussi, du point de vue anthropologique, tu évoques notre rapport avec la montagne et la façon dont ce rapport doit changer. Oui, c'est absolument inévitable. Quand on parle de paysage, le paysage, en soi, il n'existe pas. Le paysage, c'est toujours l'action de l'homme qui le crée, qui le façonne. Si on regarde un peu le paysage autour de Montrichet, je suis arrivé à la gare et nous avons traversé ces très beaux champs cultivés, cette campagne, et nous avons vu ce paysage qui, de toute évidence, c'est un paysage qui a été transformé, modifié selon la volonté, les désirs et les besoins des hommes, des habitants. Donc le paysage est toujours le résultat d'une rencontre entre l'action humaine et le milieu naturel. Après, il faut trouver le point d'équilibre entre les deux. Et quel est le point de rupture? Et quelles sont les modifications que nous pouvons réaliser dans un paysage pour en préserver l'intégrité? Alors moi, je ne fais pas ce qu'on appelle le natural writing. Ce ne sont pas des écrits sur la nature au sens habituel, parce que cette façon d'écrire sur la nature, c'est plutôt quelque chose de descriptif plutôt que de narratif ou de plus profondément philosophique ou humaniste, ce qu'on peut lire dans un paysage. Je m'efforce toujours, en ce qui me concerne, de créer un dialogue, un rapport entre l'humain d'un côté et le non-humain de l'autre côté. Dans mes romans, le paysage n'est pas un décor, ce n'est pas simplement une sorte de cadre pour le récit. Le paysage est un personnage en soi, qui agit, qui interagit avec les personnages humains et qui les façonne. Ce matin, Pier Giorgio Nicolazzini, qui est mon agent, qui est présent dans cette salle, et David, nous nous sommes promenés. Nous avons fait une petite promenade qui était courte, mais qui était très belle, ici, autour de la Fondation. Et notre discours, notre conversation, pendant cette promenade, elle est devenue fluide. Elle est devenue belle. Il y avait une interaction entre nous. Une pensée en faisait naître une autre, une parole amenait une autre parole. Et il en est découlé ainsi un dialogue en marchant, en promenade. Et cette discussion, elle n'aurait jamais surgi si nous avions été assis autour d'une table dans un restaurant. Pourquoi? Parce que le paysage, le milieu naturel autour de nous, a un effet sur notre façon de penser et même sur notre vision du monde. Si on voit le jour dans un quartier de banlieue, ce n'est pas la même chose que si on est dans un lieu où c'est la beauté qui vous entoure, où la beauté est souveraine et où on a la possibilité de voir les choses autrement. Et j'ajouterai une chose. Il y a une chose qui m'a beaucoup plu, c'est
l'appel du monde sauvage, Sylvaticus, ce qui nous ramène à la nuit des temps, au moment où le lien avec la nature était très fort. Alors un exemple très concret, très simple. Lorsque je regarde la vallée, je vois très loin. Mon regard s'étend extrêmement loin. Je peux voir jusqu'au Mont Blanc. Mais notre société n'a plus l'habitude d'avoir une vision aussi longue. Nous avons pris l'habitude de voir les choses sur notre écran, depuis la voiture. Nous voyons le bâtiment en face de nous. Nous ne voyons plus au-delà de 50 mètres, 60 mètres. Et un paysage de ce genre, quand on a un paysage qui s'étend ainsi devant nous, il nous donne une vision des choses différente. On se réveille autrement, on voit les choses autrement. Voilà pourquoi le milieu naturel, le paysage où l'on grandit, ou le paysage où l'on décide de vivre. Parce que mon cas, moi je suis né en ville, mais j'ai décidé d'aller vivre dans les Dolomites en montagne. Alors ce paysage, c'est un paysage qui permet de se redécouvrir soi-même et de se mettre à l'écoute de la montagne. Et ça veut dire aussi être à l'écoute de soi-même. Oui, c'est une très belle idée de rétablir, de remettre à zéro ce lien entre l'homme et la nature que l'on a oublié. Parce que ce livre, cet appel de la montagne, c'est aussi une invitation, une proposition, comme tu le dis dans le livre, d'un nouvel humanisme, d'une nouvelle sensibilité philosophique, esthétique, culturelle. Et je voudrais citer une phrase de ton livre. Tu dis « Il faut choisir plutôt l'harmonie, la simplicité, la durabilité, l'équilibre, la juste mesure ». Oui, et ça me fait penser à Alexander Langer qui disait, en se moquant un petit peu de la devise olympique, plus vite, plus haut, plus fort, il disait plus lentement, plus profondément, plus doucement. Voilà la direction qu'il faudrait prendre, pas celle de la compétitivité à tout prix, pas celle de la recherche, du challenge, du duel, du profit, de la course infinie. Vers quoi, en fait? La Terre est finie, la Terre n'est pas infinie, donc on ne peut pas avoir une croissance à l'infini. Mais tout ceci nous amène à penser qu'il faut vraiment reformuler, repenser notre mode d'existence, notre façon d'être, pas seulement sur la planète, mais aussi entre nous. Et tu viens de dire quelque chose qui est tout à fait exact, ce changement de direction et de regard, c'est un principe écologique. Cet humanisme que je souhaite proposer, ce n'est pas un humanisme classique qui dirait que l'homme est au centre du monde, plus que toute autre chose, donc une sorte de remplacement du théocentrisme par l'anthropocentrisme, mettre l'homme au centre de tout. L'homme au centre du monde, d'accord, humanisme, d'accord, mais néo-humanisme, c'est-à-dire que l'homme ne doit plus être celui qui domine, il doit être le gardien, le protecteur. C'est ça le changement que nous devons opérer. L'homme doit se faire protecteur, gardien de la Terre. Il doit la sauvegarder, il doit être celui qui prend soin de la planète, de la Terre, et non pas celui qui l'exploite, comme ce qui continue à se faire aujourd'hui. Et l'on voit beaucoup de signes dans le monde qui vont dans le sens opposé à tout cela, c'est-à-dire que l'homme demeure protagoniste de cette espèce d'anthropocentrisme agressif, sans pitié, tourné uniquement vers le profit, ce capitalisme qui ne nous mène nulle part, qui nous mène simplement à dévaster non seulement notre morale, mais aussi la planète. Alors, la différence, c'est que la planète peut très bien se passer de nous. Elle l'a fait pendant des millions d'années. Et c'est dans ce sens que nous nous dirigeons. Donc, tu t'es lancé contre ce type de capitalisme pour arriver à cette vision que tu proposes dans ton livre. Mais comment? Tu parles aussi du dogme de l'immédiateté.
C'est vrai qu'aujourd'hui, tout doit être fast, easy, ready. Tout doit procéder à un rythme qui est contraire à la lenteur de la nature. Comment pouvons-nous faire pour contrecarrer cela? Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas une tâche aisée et je ne vais pas avancer de recettes, mais je vais essayer de faire et de dire quelque chose parce que les deux choses sont nécessaires. Je crois qu'il faut tout d'abord dire que la science est fondamentale. La science peut nous aider à dépasser quantité de problèmes face à l'environnement. Mais nous ne pouvons pas nous fonder que sur la science. Ce n'est pas qu'avec du feu que nous pouvons éteindre le feu. Si nous continuons de cette façon, nous n'allons pas résoudre le problème. Nous devons découvrir l'esprit poétique par la conscience. Il faut un véritable éveil des consciences. Je me réfère à la redécouverte de la sacralité de la nature. Je n'invente rien. Je songe à Mario Rigonistert, à John Muir, à Thoreau et à ces grands écrivains américains du passé qui étaient écologistes, Raphaël Emerson, Aldous Leopold et beaucoup d'auteurs qui sont encore vivants et natifs américains qui considèrent cette sacralité de la nature comme quelque chose d'indispensable. Alors que nous, bien au contraire, nous avons abandonné cette sacralité, nous ne la reconnaissons plus et nous ne puisons que tout ce que nous faisons sur la techmé. Après, je crois qu'il faut ralentir pour éveiller cet esprit poétique. Il faut ralentir notre façon de vivre, de faire, avec quelques exercices quotidiens, tels que la marche. Je parle de toutes petites promenades. Je cite Diogène lorsque je parle de solvitur ambulandum, c'est-à-dire qu'en marchant, on résout. Combien de fois il nous est arrivé la nuit, lorsqu'on a un moment difficile, de nous réveiller, d'être anxieux, d'être angoissé, face à des problèmes qui nous tenaillent ou à des préoccupations qui concernent la famille ou le travail. Après, nous nous réveillons et nous nous rendons compte qu'avec une simple promenade, il n'est pas nul besoin d'escalader un sommet, mais nous pouvons mieux réfléchir, ne serait-ce que dans un parc public, et nous pouvons mieux faire face à la réalité. Nous avons marché pendant des millions d'années. Lorsque je parle d'appel au monde sauvage, je parle de toutes ces choses concrètes. Nous sommes assis depuis 60 ans. Et depuis que nous nous sommes assis, nous ne sommes jamais relevés. Mais nous avons marché pendant des millions d'années. Nous avons cueilli, nous avons cherché, nous avons marché. Et je crois que dès que nous avons arrêté de le faire, du point de vue biologique, nous avons buté sur des problèmes biologiques, des nœuds qui ne sont pas faciles à défaire. Je ne crois pas que la technologie nous a rendus plus heureux, n'est-ce pas? Nous sommes stressés. J'espère qu'ici, cela ne se passera pas, mais je peux vous garantir qu'en Italie, dans les librairies, il n'y a pas quantité de monde. Par contre, il y a des queues face aux pharmacies. Je crois que cette technologie donc, ne nous a pas rendus heureux. J'aimerais ajouter quelque chose à ce que nous devons changer. Je crois qu'aujourd'hui, nous aimons surtout risquer notre vie en montagne plutôt que de se promener en montagne. Et ce que tu proposes dans ton livre, c'est une réflexion sur comment repenser la vie à la montagne. Qu'est-ce que l'alpinisme? Ce n'est pas la compétition, cela ne devrait pas être le cas. Ce n'est pas Instagram, le fait de poster des photos à la montagne.
le surtourisme aussi, qui a changé la façon de vivre la montagne. Alors, le tourisme a beaucoup changé au fil des dernières années. Il est lié à la petite balade à côté de la maison, la petite visite sur une journée, la petite sortie en ski. Cela vaut aussi pour les visites dans les villes. Quand j'étais un enfant, je me souviens que je partais en vacances l'été, pendant les vacances de Noël, et c'était des périodes assez longues, peut-être 20 jours, un mois, lorsque mes parents partaient en vacances. Le monde du travail, aujourd'hui, a changé, tout comme la société a changé. Notre rythme est beaucoup plus frénétique, et tout le reste est une conséquence de notre style de vie et du style de vie que nous devons respecter. Tout cela se répercute sur un tourisme qui est toxique, superficiel et agressif. À la montagne, je vois des personnes qui ne s'arrêtent pas. Et ne s'arrêtent pas pour réfléchir ce qu'elles sont en train de faire, là où elles sont en train de marcher, et sont en train de fouler des territoires qui ont une grande histoire, une histoire ancienne. Pensons à la bio-unicité, c'est comme ça que je l'appelle. Je n'aime pas parler de biodiversité. Nous sommes tous différents, les uns des autres. Un arbre est différent dans toutes ses feuilles. Les flocons de neige sont tous différents entre eux, n'est-ce pas? Alors cette bio-unicité, lorsque nous marchons dans un pré, sur un chemin, elle nous surprend. Nous plongeons dans un contexte unique et vital qui a une valeur énorme, et c'est quelque chose de sacré. Voilà pourquoi il y a là une spiritualité. Le vent a son esprit, comme le disaient les Samis ou nos rois, les peuples germaniques, ou comme les natifs américains le disaient en parlant des ruisseaux. Le son du ruisseau a une sacralité. Les premiers flocons de neige, je sais qu'il a neigé pour la première fois il y a quelques jours. Après, le sifflement des chamois, voilà, tout est sacré, et c'est quelque chose qu'il faut respecter et que nous devons vivre d'une façon intérieure et intégrale pour que lorsque nous allons redescendre dans la vallée, nous allons en faire une expérience existentielle, philosophique et culturelle. Et c'est là que l'esthétique, la beauté de la forêt, de la montagne, deviennent une véritable expérience éthique. Et lorsque nous redescendons dans la vallée, nous pouvons interagir avec les autres et avec nous, avec une certaine harmonie, une ouverture et une empathie différente. Voilà pourquoi la nature nous parle. Mais nous avons perdu le langage de la nature. À propos de bio-unicité, lorsque nous perdons énormément de langues minoritaires avec cette homologation linguistique, la monoculture, les monocultures agricoles, culturelles, politiques, sont en train d'étouffer lentement la valeur unique des langues minoritaires. Lorsque nous allons à la montagne, pensons aux cultures locales qui nous accueillent. Essayons de ramener une expérience. N'utilisons pas la montagne d'une façon hédoniste pour pratiquer du sport, pour chronométrer nos courses, pour faire des compétitions avec les amis, pour courir sur les sommets avec des voitures, des compétitions pour voir qui est le premier qui monte jusqu'au sommet, et ainsi de suite. La montagne doit être vécue de façon différente si nous voulons vraiment retrouver cette lenteur et cette dimension philosophique qui est indispensable si nous voulons vraiment changer la donne et entamer une révolution culturelle en partant par la montagne et par notre rapport avec l'environnement. C'est très beau d'entendre parler de montagne parce que effectivement, cela évoque tout un tas d'idées chez moi. Bien évidemment, John Muir se passionnait par la floraison du gentiane, passe face à la flore, face à des choses que nous ne remarquons plus.
Mais est-ce qu'on y pense vraiment lorsqu'on skie, lorsqu'on est sur une piste de ski? Et moi, je vois des personnes qui montent, descendent, elles descendent, ainsi de suite. Elles reprennent leur voiture et rentrent à la maison. Mais qu'est-ce qu'elles ont pris, ces personnes, à la montagne? Qu'est-ce qu'elles ont donné à la montagne? C'est du narcissisme. Mais comment se fait-il qu'on ne se rend pas compte d'un coucher de soleil sur les rochers, le parfum qu'émane une forêt? Pourquoi on ne s'arrête pas pour s'écouter, pour voir la nature, pour voir les oiseaux qui chantent, pour les écouter? Et leur chant est si spécial. Eh bien, je crois que ce sont autant d'aspects importants, mais ce n'est pas la technologie qui nous aidera à les découvrir, mais l'éveil de la conscience. En parlant d'éveil de conscience, j'aimerais parler des 10 secondes de la Marmolada, de cet événement qui a tout son poids dans cet ouvrage. J'aimerais rappeler qu'il y a toujours un avant et un après. Nous avons la leçon de la Marmolada, mais aussi la tempête Pavia et aussi les terribles inondations à Valencia, en Espagne, il y a un an. Nous devons, en tant qu'humains, être conscients des conséquences qu'a chaque action de l'homme. Et c'est quelque chose que nous oublions souvent. Je dirais que nous l'oublions presque toujours. Alors, un tableau tombe du mur, il est tombé à l'improviste. Non, ce n'est pas soudain, parce que ce petit clou, il était en train de céder depuis longtemps, mais on s'en apercevait pas. Et puis tout à coup, il est tombé. Un chêne dans un jardin ne pousse pas du soir au lendemain matin. La nature ne facet sensus, Leibniz, mais nous devons nous rendre compte, et voilà pourquoi il est important de redonner tout son sens à la lenteur, à la patience, au temps circulaire, aux saisons, parce que nous vivons un paradigme où tout est simultané et les réseaux sociaux ont amplifié ce paradigme, ce temps qui est simultané. Mais si à chaque action correspond une réaction, nous devons aussi nous dire qu'il y a des temps plutôt longs entre une action et une réaction. Lorsque la Marmolada s'est écroulée en décimant et en tuant 11 personnes, cela n'a duré que 10 secondes. Mais on entend l'eau qui coulissait sous le glacier depuis des années. Lorsque la tempête Vaya ou Dana arrive avec une telle dévastation du point de vue météorologique, cela ne dure que quelques heures. Mais vous savez, Vaya a été classé comme un typhon tropical sur les Alpes, du jamais vu. Cela signifie que depuis des décennies, le climat est en train de changer. Or, nous ne pouvons pas nous arrêter à regarder uniquement les effets. Et c'est tout le problème. Nous nous cantonnons à observer les effets, mais nous ne nous questionnons jamais sur les causes. Lors de la tempête Vaya et de Dana, chez vous, on a parlé pendant 2-3 jours des opérations de secours pour les personnes blessées. On en a fait un fait divers. On n'a pas parlé des causes. Et après, on a tout oublié. Chaque action que nous menons, bon gré, mal gré, nous rend libres de l'accomplir. Eh bien, tant mieux. Mais nous pouvons choisir si nous allons faire une bonne ou une mauvaise action. Et c'est quelque chose qui, à long terme, va avoir des effets. Il en va de même pour les mots. N'est-ce pas, David? Nos mots produisent de l'effet. Nous avons des gouvernants en Italie qui prononcent des mots qui
sont très, très lourds, qui sont pleins de hargne. Ils ne se rendent pas compte que ces mots laissent de la hargne et nous allons tous être punis pour cela. Nous devons donc retrouver le sens de la lenteur et cette dilatation du temps entre une cause et son effet, ainsi que les conséquences qui peuvent être positives ou négatives. Oui, ce n'est pas seulement 10 secondes, ça peut être des milliers d'années. Oui, ça peut faire effectivement un temps très long. Mais nous ne voyons que le court terme, parce que nous sommes la société des 10 secondes, de même que nous sommes la société de l'éternelle adolescence. On veut se divertir, on veut s'amuser, tout nous rappelle, tout nous ramène au divertissement. Fun, fun, fun. Et surtout, ne jamais s'arrêter pour réfléchir, pour penser dans cette société. On va dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est lourd, ou alors il est hors du temps, il est hors du monde, etc. Si l'on veut stimuler l'esprit critique, non, ça ne va pas. Il faut surfer le plus rapidement possible sur les vagues du superficiel, si possible en faisant rire les autres, si possible en faisant oublier tout ce qui est vraiment important, alors que les choses importantes, elles continuent à se produire sans qu'on s'en rende compte, malheureusement. Je voudrais parler un peu de tes personnages, parce que dans ce livre, le personnage principal, c'est la montagne, bien sûr. Mais il y a aussi des attitudes différentes entre deux personnages que tu dépeins, Silvestro et Agatha. Comment as-tu pensé à les introduire? Parce que ces deux points de vue, c'est quelque chose qui est très riche dans le livre. Le point de vue de Silvestre est très différent de celui de Agatha. Oui, ce sont deux personnages très importants, je dirais même un peu contradictoires. Ils vivent sur le même territoire. Silvestro, un peu plus bas dans la vallée. Agatha, c'est une vieille dame, une vieille veuve qui vit dans un petit village isolé en haute montagne. Alors, au moment où se produit la tempête Vaya, parce que ces deux personnages, je les décris pendant qu'ils vivent minute par minute cette immense tragédie qu'a été la tempête Vaya. En vallée, le problème c'était l'inondation, mais en haut des montagnes, le grand problème c'était le vent. Ces deux personnages sont totalement différents. Silvestro, c'est un type très bien, c'est un homme qui a bon cœur, c'est un homme qui est très bon, il s'engage dans le bénévolat, il est le premier à accourir pour aider lors de la catastrophe, pour secourir, etc., avec la protection civile. Agatha, quant à elle, sa solitude, son isolement, mais aussi sa sagesse et son expérience de vie en font une personne tout à fait différente. Elle voit ces événements comme quelque chose qui n'arrive pas par hasard. Alors que pour Silvestro, c'est quelque chose qui arrive comme ça d'un seul coup et qu'on n'explique pas. Comme on dit en Italie, c'est le mauvais temps. Il y a toujours eu des épisodes de mauvais temps. Alors qu'il ne s'est jamais produit quelque chose de ce genre, comme les avalanches en montagne et les phénomènes climatiques extrêmes. Alors Silvestro, qui est un homme bon, il est persuadé qu'il faut développer la montagne. J'ouvre une parenthèse. Pierpaolo Pasolini nous a très bien enseigné la différence entre le développement et le progrès. Le développement fait les affaires, le bien d'un petit nombre de gens, alors que le progrès, lui, est bon pour tout le monde. Alors Silvestro, il est pour le développement. Il faut faire plus de pistes de ski, il faut construire un aéroport à Cortina parce qu'il va y avoir les Jeux Olympiques, et puis ces écologistes qui n'arrêtent pas de se plaindre. Non, il faut construire, bâtir encore plus. Il n'y aura pas de neige, mais ça fait rien, on va faire de la neige artificielle, c'est pas un problème, et puis la neige, elle finira bien par revenir. Donc construire, faire, consommer. Silvestro, il n'a rien compris. Il est bon, il a bon cœur, mais il n'a rien compris. Agatha, quant à elle, elle n'a pas étudié, elle n'est pas instruite, elle n'est pas cultivée. En revanche, elle a tout compris. Elle a compris que nous sommes dans l'impasse. Elle a compris qu'on a
perdu ce langage de la nature. Elle a compris que nous ne savons plus lire les signaux d'alerte. C'est une forme de sagesse ancienne qui revient à l'instinct du sauvage, du monde sauvage dont je parle dans ce livre, et qui, c'est précisément cette voix poétique qui nous rappelle d'où nous venons, qui nous étions par le passé. Et sur ce point, je voudrais être tout à fait clair. Je ne veux pas du tout faire un tableau manichéen. Ce n'est pas qu'il y a d'un côté Agatha et Silvestro. Nous sommes tous un peu l'un et l'autre. Ces deux personnages, ils sont en chacun de nous, ils sont là tous les deux. Mais malheureusement, c'est lui, Silvestro, qui l'emporte dans le monde d'aujourd'hui. C'est le monde du développement. Agatha, quant à elle, elle a une chose que Silvestro n'aura jamais. Dostoïevski disait « Celui qui veut à tout prix l'espoir, c'est un homme qui a un courage terrible et une force terrible. » Agathe, elle a cette force, mais Silvestro, non, parce qu'il ne cultive pas vraiment l'espoir, il ne sait même pas vraiment ce que c'est. Donc il faut davantage de Agatha. Alors, je voudrais évoquer un mot, évoquer un peu une autre de tes initiatives. C'est l'Alta Via dell'Orso. C'est un parcours de marche que tu as créé dans les Dolomites et dont il est question dans ton livre L'Appello dell'Orso. Comment est née cette idée? En fait, il y a deux voies, deux parcours que tu as tracés. Alors, La peau de l'ours, c'est un livre que j'ai publié en 2013. Et c'est un roman qui se passe à Colle Santa Lucia, c'est le lieu où je vis. C'est au cœur des Dolomites. Pas très loin de Cortina d'Ampezzo, mais en réalité très très loin de Cortina d'Ampezzo du point de vue environnemental, social et culturel. Ce sont deux mondes différents. Là où je vis, il n'y a pas de tourisme de masse. C'est un petit village à moitié abandonné. Et dans ce petit village, c'est là que j'ai situé mon roman, dans ces montagnes. Et j'ai pensé proposer à l'Office du tourisme un sentier touristique, un trek, qui reproduit le parcours décrit dans mon roman. C'est quelque chose qui n'a pas tout de suite plu à tout le monde, mais en fait, ça a suscité une adhésion très forte de la part de personnes, de familles, de sections du Club alpin italien, d'écoles, d'organisations de protection de l'environnement, d'amis. Et ils ont décidé de créer ce trek, ce parcours. Donc c'est la voie de l'ours, Alta Via dell'Orso, la première, qui est dans un magnifique paysage avec beaucoup de chemins forestiers et qui permet de passer du texte du livre au monde, de la culture à la nature. On lit un livre et on finit par mettre les souliers de marche et se mettre en route. Donc j'ai trouvé ce projet très intéressant et il plaît à beaucoup de monde et il a beaucoup de succès depuis des années maintenant. Il s'agit en fait d'encourager un tourisme lent, un tourisme durable et non pas une sorte de surtourisme qui pèse sur nos vallées. Donc, tourisme de personnes qui viennent marcher tranquillement, qui sont heureuses de se baigner dans la forêt. Nous avons fait des cours d'ailleurs pour cette façon de faire ces bains de forêt. Et puis, une deuxième voie a été créée, la deuxième Alta Via dell'Orso, qui est beaucoup plus longue, plus belle, plus panoramique, qui a également reçu un prix de la Ligue pour l'environnement en 2024, du drapeau vert.
Et donc c'est un projet qui part de la littérature, mais qui finit par promouvoir la petite économie locale. Car les gens qui se lancent sur ces voies, sur ces deux treks, eh bien, ils s'arrêtent pour manger, pour dormir, ils achètent les fromages produits localement, le miel produit. Et donc, les paysans sont très heureux de ce tourisme qui est silencieux, qui est respectueux, mais qui porte aussi des fruits économiques. Et donc, la culture peut aussi être un moteur économique. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. La culture est importante non seulement pour le développement moral, la culture peut aussi apporter des avantages économiques. Et donc, cette Alta Via dell'Orso, c'est ce parcours qui existe maintenant depuis plusieurs années. On en a beaucoup parlé, beaucoup de journaux en ont parlé. C'est un projet dont je suis très fier. Très beau projet, en effet. Tu es un petit peu l'inventeur de ce qu'on pourrait appeler slow mountain, comme slow food. Si on peut créer ce néologisme, parce que tes propositions partent toutes de cette idée. Effectivement, slow, c'est un terme très important. La lenteur, c'est très important. Au sujet de Slow Food, notre section du club alpin italien a soutenu les agriculteurs, pas l'agriculture intensive, mais les agriculteurs qui résistent, les agriculteurs de haute montagne qui ont une valeur écologique extraordinaire. Nous les avons soutenus parce qu'ils font un travail formidable et un travail difficile sur des pentes abruptes avec des risques considérables. Et ils produisent un fromage qui n'a pas son pareil. Et nous avons soutenu, nous avons aidé jusqu'à ce qu'ils voient leur fromage certifié par le Présidium Slow Food. Nous avons accompagné dans ce parcours. Et là aussi, tu vois, David, c'est quelque chose qui montre que moi, je m'engage dans une vision de la montagne à 360 degrés. Ce n'est pas une question de performance. Tout à l'heure, tu te demandais au sujet de l'alpinisme. Qu'est-ce que c'est l'alpinisme? J'en ai parlé tout à l'heure avec un historien de l'art. Quand on dit alpinisme, c'est un mot qui est souvent mal compris. Ça ne veut pas dire grimper, l'alpinisme, mais pourtant on l'utilise souvent comme synonyme de escalade. Escalader des parois, des rochers. Mais ça, ce n'est pas de l'alpinisme. L'alpinisme, c'est aussi des excursions, c'est aussi la marche à pied. L'alpinisme, je vais vous dire ce que c'est, étymologiquement. C'est l'amour éprouvé à l'égard des Alpes. Quand on aime les montagnes, surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, l'alpiniste doit cesser de se livrer à des courses, à des compétitions. Il doit comprendre qu'il est un gardien, un protecteur de la montagne, de ses valeurs, de la culture, de l'anthropologie qui résiste contre le dépeuplement. Parce que vivre en montagne, ce n'est pas facile. Vivre en montagne, c'est difficile. Si on vit à 1700 mètres de hauteur d'altitude dans les vallées où j'habite et qu'on a besoin d'un pédiatre, le pédiatre le plus proche, il est à 60 km. Si on est une personne âgée, c'est pas facile de vivre en montagne. Qui sait si, pendant la nuit, il n'y aura pas un éboulement qui va bloquer la route. Donc, aimer la montagne, aimer au sens d'alpinisme, c'est cela aussi. Et pour revenir à la discussion que j'ai eue tout à l'heure, avant notre discussion, dans le musée de la montagne à Turin, c'est le plus important des musées de la montagne dans le monde, j'ai trouvé le dictionnaire français où l'on voit apparaître pour la première fois le mot alpinisme. 1865. Et que dit la définition? Ça n'a rien à voir avec l'escalade. L'alpinisme, ça veut dire aller, marcher, se plonger dans la montagne en jouissant de sa beauté. Et cela, c'est ce qui est beau et ce qui nourrit notre âme. Et c'est pour cela que je plaide.
Le mot dolomite vient aussi du français, n'est-ce pas? Effectivement, celui qui a découvert ce qui faisait la particularité de la roche des Dolomites. No, dicevo, se poi andiamo a vedere Si l'on recherche quels étaient les premiers alpinistes, ceux qui ont commencé à escalader les montagnes. Dans les Dolomites, ce n'étaient pas les gens du lieu, les ladins. C'était des étrangers, c'était des Anglais en réalité qui sont arrivés. Le Monte Pelmo, c'est John Ball qui était le premier à l'escalader. Donc c'est des Anglais qui sont venus faire de l'escalade. Nous, les gens des montagnes, pour eux, monter jusqu'au sommet, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens monter, escalader pendant 3 jours, prendre 3 jours pour redescendre. Mais alors pendant ce temps, qui va s'occuper du bétail, qui va s'occuper du foin, des étables, etc. Donc la montagne, ça ne veut pas dire simplement escalader les parois rocheuses. Et la fondation de Dolomite UNESCO dit exactement la même chose. La montagne, c'est un tout. C'est aussi l'anthropologie, la culture, la littérature, la musique, les langues minoritaires. C'est tout ce monde. Dans mes romans, et on revient à la question du paysage, pour moi, le paysage ne peut pas être un cadre. Je dois savoir, je dois connaître bien ce dont je veux parler si je veux être crédible en tant qu'auteur. Et dans mon roman, dans mes romans, Il Sentiero Selvatico, La peau de l'ours, etc., les personnages sont des personnages crédibles parce que j'ai dû étudier, y compris sur le plan de l'anthropologie, ces communautés pour savoir comment tous ces gens vivaient il y a 100 ans, il y a 150 ans, dans un monde qui était un monde pré-industriel, presque pré-scientifique, où il y avait un syncrétisme, un mélange extraordinaire avec un catholicisme extrêmement rigide, un peu obscurantiste, mais aussi des croyances, des phénomènes paranormaux, le paganisme, des légendes. Alors ça, pour un auteur, pour un écrivain, pour un romancier, c'est un paradis, c'est extraordinaire. Mais tout ça, il faut vraiment s'y plonger, il faut le faire. Je ne peux pas parler de la montagne de manière superficielle. Ça ne manque pas, les écrivains qui parlent de la montagne, mais qui ne font pas ce travail, y compris des gens qui ont beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Voilà pourquoi la notion de spiritualité est si importante dans tes ouvrages et un lien avec les personnages, leur vie. Tout à fait, mais la spiritualité, un lien aussi avec chaque élément, non seulement de la montagne. Une abeille en plein cœur de Paris qui va butiner une fleur, elle a quelque chose d'incroyable, n'est-ce pas? Dans un monde où il n'y a plus d'abeilles, on ne voit plus les abeilles, il n'y a plus de retour d'hirondelles, ces animaux merveilleux qui font des kilomètres pour revenir au même nid, qu'ils ne trouvent plus souvent. Parce que les hirondelles salissent, alors les granges sont démolies et avec elles aussi les nids des hirondelles parce qu'on n'aime pas nettoyer. Alors que les hirondelles ne mangent qu'un exemplaire avec 15 000 insectes par jour. Après, on utilise les insecticides parce qu'il n'y a plus de nids d'hirondelles, n'est-ce pas? C'est incroyable ce qui se passe. C'est comme les monocultures dans l'agriculture. Si je prends un train depuis Venise et j'arrive à Turin, je traverse toute la plaine de la Padanie et je ne vais voir que des monocultures avec une perte de richesse incroyable. Nous devons apprendre à lire, à décrypter la langue de la nature pour comprendre qui nous sommes. Parce que nous sommes comme ça. C'est le paysage que nous avons créé qui est là. C'est notre miroir. Nous sommes comme cela. Lorsqu'on abat 16 millions d'arbres,
C'est une catastrophe, oui, mais c'était tous des épicéas. Alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit, peut-être pas la première, mais j'y ai réfléchi. Mais pourquoi l'épicéa? Parce que c'est un grand arbre qui est très exposé au vent et ses racines sont en surface. Donc, ils vont tous s'écrouler avec un vent, des rafales à 170 km/h. C'est du jamais vu. Donc, ils ont tous été abattus, ces arbres. Si ces forêts n'avaient pas été peuplées que par des épicéas, mais aussi par des arbres différents, donc plusieurs espèces, cette catastrophe ne se serait pas produite parce que le filtre aurait été plus important et certains arbres auraient aidé la forêt à résister. Voilà la langue de la nature, de la forêt. Donc, qu'est-ce que cela nous communique? La société de l'homme doit apprendre sa langue. La nature nous dit, la société civile, en effet, ne peut pas tenir avec la seule pensée parce que nous allons tous sombrer. Donc, la monoculture est vouée à l'échec, n'est-ce pas? Matteo, avant de donner la parole au public pour les questions, j'aimerais que tu nous racontes une très belle rencontre avec laquelle se termine ton livre. C'est une rencontre qui est faite de regards, un regard particulier. C'est ta rencontre avec la louve. Alors, moi, qui suis très bête, cela faisait des années que je cherchais le loup, tout en sachant qu'on ne peut pas chercher à rencontrer le loup. C'est quelque chose qui se passe et c'est tout. Il y a des gens qui craignent les loups et je comprends ces craintes. Mais cet animal me fascine. C'est son côté sauvage qui me fascine, ce qui ne signifie pas que je vais y faire face sans peur, mais c'est une peur blanche en quelque sorte, c'est une peur positive par rapport à la peur que je peux ressentir face à un braqueur, parce que on le sait très bien. Les loups, les femmes le savent très bien, ils se trouvent, les vrais loups, ceux qui sont méchants, se trouvent chez elles et non dans les forêts. Or, cette louve, je l'ai rencontrée dans une forêt avec un moment extrêmement puissant au plan des émotions. Cette louve, à un moment donné, elle a regardé et elle a croisé mon regard. Elle m'a transpercée. J'ai eu la sensation que j'accomplissais un voyage dans le temps, dans les siècles, dans les millénaires. C'était un voyage ancestral. Avec un regard magnétique qui m'a hypnotisé, un regard fait de charme, de mystère. Cela m'a fascinée. Après, la louve, petit à petit, est partie. Je vais toujours garder ce souvenir. J'en ai encore la chair de poule aujourd'hui. J'ai compris pourquoi le loup était un animal sacré pour les natifs américains. Il y a quelque chose dans ce regard, quelque chose qui nous fait comprendre qui nous sommes. On pourrait dire tellement de choses à propos du loup, on pourrait passer des heures à en parler. Mais je vais m'arrêter là, du point de vue littéraire. Ça a été une rencontre extraordinaire pour moi. Une rencontre humainement et personnellement très puissante. Une rencontre unique. Et qu'est-ce que je peux dire à propos du loup? C'est un animal merveilleux. Mais malheureusement, nous vivons dans une société qui essaie toujours de polariser à tout va. Elle crée toujours des pôles qui s'opposent, comme au stade où il y a des ultras et des deux côtés, des extrémistes. Et c'est ce que nous apprend aussi l'écologie de l'esprit et de la pensée. Elle doit nous encourager à trouver des points de rencontre, un équilibre. Elle doit nous inspirer une empathie pour comprendre les raisons de l'autre, et non seulement mes raisons, mais doit aussi nous apprendre à changer d'avis, si possible.
Allora, per quanto riguarda il Concernant le lupo, loup, come per tutte le altre questioni del comme pour selvatico, tout c'è ce qui a questa cosa trait per cui au da un monde lato sauvage, abbiamo nous avons des animalisti défenseurs des che animaux vorrebbero qui vedere i voudraient lupi que anche les Piazza loups San soient Marco aussi Venezia, au beau milieu du e centre-ville de dall'altra Venise. abbiamo Et nous persone che avons sono così d'autres disturbate personnes dalla presenza del lupo qui che sont vorrebbero dérangées par la abbattere. présence du loup et qui voudraient décimer les loups. Allora, io devo Alors, dire una cosa, permettez-moi io de non sono dire quelque chose. Je ne animalista, suis anzi, se fossi un pas animalista, un ardent se fossi un animale non défenseur mi farei mai des difendere dai animaux. lupi. Si j'étais un animal, Mi je ne me farei ferais difendere dai pas défendre conservazionisti. par un défenseur des animaux, mais Il par quelqu'un conservazionista ha qui souhaite un'ottica conserver, di qui veut preservazione della préserver specie. les espèces et qui Veramente sont de la vrais salute écologistes del parce qu'ils bosco, veillent la à la salute santé della de la comunità dei forêt, à la lupi, la santé des salute loups, à la della comunità santé dei des cervi, la salute cerfs, della comunità des delle voli. renards, ainsi de suite. Dobbiamo fare come suggeriscono Nous i devons conservatori. suivre ces Dobbiamo personnes a volte, qui pur croient en la troppo, conservation en sacrifiant sacrificare malheureusement parfois un exemplaire qui est problématique, così come nella tout società comme on civile le fait occidentale, dans con la un société purtroppo civile giusto où nous processo avons un di exemplaire pregregazione critique qui, juste in Italia après un procès può finire équitable, peut in se carcere. retrouver en prison. Allo stesso Et bien, modo de la anche même l'animale façon, nous selvatico devons problematico non è come gli altri le faire selvatici, avec e un per animal la salute problématique e il pour bene della sua veiller à stessa la santé et au comunità bien-être de gestisce. sa communauté. Donc, cet exemplaire Ma devra la être parola isolé. chiave è Mais le mot-clé est la coevoluzione. coévolution entre Umano e l'humain et le selvatico sauvage devono intraprendere una strada di sur un chemin de coevoluzione, devono stare coévolution insieme. qui Ci sono doit les comunità mener nel à mondo coexister. che Il y a des convivono communautés qui tranquillamente e senza coexistent grandi sans le pericoli moindre con il danger et selvatico, anche cela con grandi, avec cioè de grands le prédateurs, persone avec le abituate a côté farlo da sauvage parce qu'ils generazioni ont e l'habitude generazioni. Da de noi il vivre selvatico ensemble era depuis des spinto, era générations, stato alors que chez sterminato. nous, il n'y en avait Ecco plus. perché oggi Voilà pourquoi fa cet animal paura aujourd'hui nous fait e peur diventa et on strumentalizzazione politica s'en sert du point retrograda de di vue bassissimo politique à grado des da très parte bas di chi vuole niveaux invece par les prendere décideurs una strada che non è politiques quella qui ne veulent pas coevolutiva, ma quella coévoluer mais qui veulent dell'antropocentrismo miser dominante. sur l'anthropocène qui domine, Bisogna invece alors salvare, qu'il faut fare il gioco les sauver. il salvatico. Le côté sauvage, le Salvatico, salvatico, inteso anche c'est-à-dire salva, quelque chose che qui può sauve comunque et qui apportare un peut beneficio per la présenter propria vita, per la des propria bienfaits esistenza. pour notre vie, notre existence. Adesso mi sa che è Bien, arrivato il maintenant momento nous en esatto. sommes Quindi se avete à la domande, discussion avec le Matteo. public. Si vous avez des questions à poser à Matteo, vous avez un micro à votre disposition. Per la storia della lupa, Quant à la louve, come mai lei ha saputo che, cioè lei ha scritto che era una, che comment era una avez-vous lupa, su ma que c'était une louve? la poesia, siccome lei è Vous êtes un mâle, vous, n'est-ce pas? doveva Donc ça devait être une louve, une femelle. Parce que si moi je vois un loup, je n'arrive pas à distinguer le mâle de la femelle. Non, non, je l'ai bien vu. J'ai vu que c'était une femelle. Sì, 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 Davvero? sì, 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 sì. Ok. Si quelque chose de poétique par rapport au fait que lui, il était homme et que moi, si je vois un loup ou une louve, j'arrive pas à savoir si c'est un loup ou une louve. Donc voilà. Sì, sì, C'è c'è una stato domanda un po' il sciocca. tempo e la prospettiva per poter verificare. Insomma, sì. Ok. Quindi per aggiungere una cosa che prima ho pensato, tu parli spesso di Tu as parlé de monoculture, tu en parles Secondo te qual è souvent. la monocultura che va combattuta con più... Perché Qu'est-ce qu'il faut contrer? Nous avons le ski. Tu parles d'activité lorsque tu parles de monoculture. Tu parles d'activité à la montagne? Oui, tout à fait. esatto, Ma Alors, secondo je me pense sono due le cose qu'il y a massimamente deux perniciose choses extrêmement tra le pernicieuses, altre, parmi in una tant d'autres. gerarchia, diciamo così, di danneggiamento. La La première, prima, chez da nous, noi, je parlo me delle réfère aux Dolomiti, Dolomites, è et il le trafic traffico automobile et les motos sur les pas de montagne. Nous avons des pas qui sont patrimoine mondial de l'UNESCO pour leur beauté, leur unicité, le Passo Sella, Gardena, Porloi, Giau, Valparola, Falzarego,
et qui sont littéralement envahis par les motos et les voitures de sport. Nous avons des courses clandestines, parfois d'automobiles et de motos. Il n'y a pas de contrôle, malheureusement. En Italie, nous avions le corps forestier de l'État, mais quelqu'un a eu la bonne idée de l'éliminer, alors qu'il représentait une forme de sauvegarde et d'éducation des écoles. Il avait donc un rôle de responsabilité, de contrôle du territoire. Aujourd'hui, le trafic automobile est impressionnant. Et c'est aussi le type de trafic sportif, celui qui sonne des klaxons, qui fait du bruit. Si vous allez escalader des parois rocheuses dans les Dolomites, vous l'entendez. Ce n'est pas possible d'être à 3000 mètres après avoir marché pendant des heures, avoir accompli un parcours intérieur de silence. Ce n'est pas possible d'entendre encore le bruit des motos. C'est blasphématoire. C'est utiliser la montagne uniquement pour assouvir son ego. C'est une forme égoïste pour la pure jouissance pour soi. Je ne vois même pas où je vais, mais l'important, c'est de m'y prendre comme ça. Et après, la deuxième activité est le fait de créer sans cesse des domaines de ski, de concevoir des domaines de ski, alors qu'il y a des endroits qui ne peuvent plus se permettre de tels projets. Ils ne peuvent plus se permettre des interventions et des agressions de ce type. Ces territoires ont vu une première guerre mondiale se passer, je pense, à Mondeval, où il y a des restes anthropologiques qui ont une valeur unique, et on veut créer là-dessus des remontées mécaniques sur ce tombeau de Mondeval. C'est de la folie, ça. Mais où est-ce que nous en sommes? Et après, qui va tirer parti de tout cela? Quelques-uns, mais cette remontée va rester là. Donc, c'est blasphème par rapport à la nature. Les JO de Cortina. Toujours en matière de blasphémie, le fait de créer une piste de bob alors qu'on pouvait aller à Innsbruck, depuis Cortina à Innsbruck, on ne met pas plus d'1 heure, 1 heure et demie. Alors qu'on a voulu à tout prix créer cette piste de luge, alors qu'en Italie, nous avons 34 athlètes qui pratiquent cette activité bob-luge. Cette piste a coûté des millions d'euros. Et après les Jeux olympiques, qui vont durer pendant 4 ou 5 jours, cela coûtera tous les ans, et ce coût, il retombera sur les communautés locales. Mais ces communautés ne peuvent pas tirer parti de la présence d'hôpitaux, d'écoles publiques. Malheureusement, il n'y a plus de connexion. Je disais donc que pour faire cette piste de bob, et j'ajoute une autre anecdote qui me remplit d'une tristesse sans fin, on a abattu 700 mélèzes. Alors, je répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis plutôt un adepte de la conservation qu'un défenseur des animaux. Abattre un arbre, oui, ça peut se faire. Et puis, en montagne, on a toujours abattu des arbres. On a du bois ici, tout autour de nous. D'où vient le bois? Le bois, on l'utilise. En montagne, on l'utilise pour construire des maisons, on l'utilise pour se chauffer, pour tout. L'économie de la montagne a toujours été basée sur le bois. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais bâtir une maison, faire les couverts, allumer le feu dans la maison, tout cela, c'est une fonction sociale. J'abats un arbre, mais il y a une raison, il y a une fonction sociale derrière tout cela. Et donc, je bénédis le bois que je coupe. Les chasseurs, dans le temps, quand ils abattaient un chamois dans les montagnes, ils avaient des rites de remerciement au chamois, à l'âme du chamois.
Aujourd'hui, la chasse est devenue un sport, c'est devenu un tir à la cible. De nouveau, blasphème. Je reviens aux mélèzes. Pourquoi c'est une profanation d'abattre ces mélèzes? Parce qu'il n'y a aucune raison, aucune motivation sociale. On les a abattus tout simplement pour faire une piste de bobsleigh. Il n'y a aucune finalité sociale. C'est le profit, simplement, qui en a la raison, et non pas l'idée de progrès. Y aurait-il d'autres questions? Oui, je vous en prie. Vous avez parlé tout à l'heure du sentier, du trek que vous avez créé, l'Alta Via dell'Orso, la voie haute de l'ours, la haute voie de l'ours. Vous avez parlé de promouvoir un tourisme lent, comme vous l'avez expliqué, qui est bénéfique aussi pour l'économie locale. Mais comment pouvez-vous être sûr que cela ne va pas devenir une attraction de tourisme massif? Les réseaux sociaux aujourd'hui proposent, on a des messages qui disent « Je vais vous faire découvrir un endroit formidable, personne ne le connaît, c'est magnifique, c'est silencieux ». Et puis ensuite, les réseaux sociaux en parlent et ça devient tout d'un coup un spot touristique de masse. Oui, vous savez, ça se serait déjà produit parce qu'on en a beaucoup parlé de ce sentier. Je vais vous dire pourquoi ça ne se produit pas. En l'occurrence, un tel sentier qui propose toute une philosophie qui est vouée à cette idée de lenteur. On ne court pas ce risque, parce que le risque que vous évoquez est toujours lié à des lieux qui en réalité sont plutôt des non-lieux, mais enfin des sites où les gens se reconnaissent à un endroit précis, par exemple le profil d'une montagne, mais ça peut être aussi le Ponte Vecchio à Florence, ça peut être l'Arc de Triomphe, alors que là, c'est quand même un parcours de 15 km. Donc, je ne vais pas y aller pour faire une photo, parce que si je fais une photo, je verrai des arbres, c'est tout. J'y vais pour marcher. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle ce risque n'existe pas, c'est que là, c'est vraiment le tourisme qui cherche cette expérience d'immersion, alors que le touriste dont vous parlez, c'est celui, il a un autre profil. Et puis d'ailleurs, on rejette toujours la faute sur le touriste lui-même, mais on ne se rend pas compte que parfois, si Cortina d'Ampezzo est ce qu'elle est, c'est parce que pendant des années, on s'est efforcé d'attirer précisément le type de touriste que vous décrivez. Et on a voulu tout lui offrir comme ce qu'il trouvait dans sa ville. Tu veux des spaghettis spaghettis alle vongole en montagne? Très bien, je vais te les offrir. Et alors là, il ne faut pas s'étonner qu'on ait cette sorte de tourisme dévastateur, vulgaire et destructeur. Alors que si on propose un tourisme un peu différent, là où il faut marcher, il faut se fatiguer un peu, ça va durer quelques heures. Et surtout, il y a cette possibilité de s'inspirer d'un livre. N'oublions pas que c'est ça le point de départ, parce que les gens qui viennent faire ce sentier, souvent, ils ont lu un de ces livres. Donc je pense que ce danger-là est écarté. Après, qu'il puisse y avoir de temps en temps des phénomènes de ce genre, oui, mais ça ne sera pas un tourisme invasif, un surtourisme, parce que ce sont des gens qui veulent marcher en montagne, dans le silence. Je crois qu'il y a une question de ce côté-ci de la salle. Merci de vos questions, quoi qu'il en soit. Vous avez... Mais tout le monde parle italien, dit Matteo Legaccio. Vous dites que vous êtes né en ville et que vous habitez en montagne maintenant. Non, je ne suis pas en montagne tout le temps, je me déplace, bien entendu. Mais donc, vous avez entendu cet appel de la montagne, vous y avez répondu. Pouvez-vous nous dire
Comment vous avez entendu cet appel vous-même? Comment avez-vous vécu cette expérience? Est-ce que ça a été quelque chose de soudain? Est-ce que c'est quelque chose qui a mûri avec le temps, dans une certaine période de votre vie? Et puis, dernière chose, est-ce que c'est la montagne qui vous a appelé ou est-ce que ça a été un avertissement plutôt? Merci de cette question. Je vais essayer de vous répondre succinctement et précisément. J'ai toujours eu une sensibilité particulière à l'égard d'un certain nombre de choses, à l'égard de la montagne, sans aucun doute. Depuis que j'étais tout petit, j'ai commencé à aller en montagne. C'est mon père qui me portait sur son dos. Moi, je ne savais pas encore marcher. J'allais déjà à l'époque en montagne. Et des choses un peu dangereuses d'ailleurs, qu'aujourd'hui peut-être un père de famille ne ferait pas avec son fils. Mais moi j'ai toujours perçu cette beauté, j'ai toujours senti, respirer cet air subtil de la montagne, j'ai toujours senti le vent, ça a fait partie de mon enfance, de ma formation. Et donc par la suite, quand je revenais en montagne, quand je regagnais la montagne, je sentais que c'était vraiment mon milieu naturel. Je sentais qu'en montagne, j'étais moi-même. Donc c'est quelque chose, bien sûr, il y a eu un point de départ, il y a eu une origine, mais ensuite ça s'est passé progressivement parce que cet amour pour la montagne, cet appel, ça a changé, il s'est transformé. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus engagé, je le ressens d'un point de vue plus existentiel, philosophique, moral, écologiste même, je dirais. Il y a quelques années, ce n'était sans doute pas cela. Donc, c'est le résultat d'un long parcours, un parcours progressif. Je me sentais bien en montagne. J'étais fasciné par les animaux quand j'étais petit. Lorsque je voyais ces animaux, j'avais l'impression de vivre un rêve. Quand je voyais un cabri ou d'autres. Alors qu'en ville, et puis, il y a aussi une chose que je dois évoquer, c'est la figure de mon père. Mon père a joué un rôle important parce qu'il ne suffit pas d'avoir une certaine sensibilité. Il faut toujours, dans la vie, avoir des maîtres. Ça peut être un parent, mais ça peut aussi être un enseignant, un professeur, un ami, peu importe. Il faut, dans la vie, rencontrer des personnes qui vous indiquent les choses, qui savent vous montrer les choses d'une manière telle que vous puissiez l'apercevoir de la bonne façon, avec un regard approprié. Donc mon père a été le premier. J'ai eu d'autres maîtres ensuite qui m'ont montré la montagne de façon différente, de façon peut-être plus profonde. Et donc l'appel de la montagne, dans mon cas, a été presque toujours un appel poétique, un appel de douceur. Et c'est encore cette voix-là que j'entends plus que les autres. La beauté qu'il y a à se trouver dans une forêt, sans téléphone portable. J'organise des excursions avec des enfants, avec des écoles. Et puis, c'est aussi la thérapie de la montagne. Il y a des enfants, des adolescents qui sont victimes d'addiction, de dépendance. Alors, je les emmène en forêt. Je veux leur faire vivre des journées de thérapie par la montagne. La forêt peut nous enseigner beaucoup de choses. La forêt peut nous amener à nous réapproprier notre voix, peut nous amener à nous écouter nous-mêmes et à écouter les autres. Il faut apprendre la langue de la forêt. Mario Rigonister disait « Nous l'avons oublié, la langue de la nature, on ne la comprend plus, on a décidé de l'oublier, de s'en passer. » Donc pour moi, ça a toujours été cet appel fait de douceur et c'est cela que j'essaye à mon tour de transmettre à autrui. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'il faut faire entendre aussi la voix du désespoir de la montagne, de l'effondrement du glacier, de la Marmolada, ou de ces avalanches, de ces éboulements qui continuent à se produire parce que la température s'élève et le pergélisol, le permafrost fond. Et c'est cela, le ciment, qui tient les roches des Dolomites. Et lorsqu'ils font, eh bien, les roches
la paroi s'effondre, s'écroule. Donc il faut faire entendre ces deux voix, la voix de la douceur et la voix du désespoir. Ça, c'est un engagement qui est le mien. Et j'espère d'avoir réussi à le faire, y compris avec vous ce soir. Così non vedo nessun'altra. Je ne vois pas d'autres. Peut-être la dernière question. Bonsoir, merci pour votre présentation. J'ai été aussi très touchée par votre engagement. Et ma question, c'est des fois en milieu rural ou même en milieu montagne, justement, il y a des intérêts financiers, il y a des gens qui veulent développer la montagne. Et vous parlez beaucoup de ce retour à la lenteur, voilà, à un rythme autrement. Et est-ce qu'au niveau social, c'est pas difficile? Parce que moi, je viens des Alpes, je viens de Sion. J'ai fait partie de groupes un peu écologistes et on a été vraiment inquiétés. Il y a quelqu'un qui a été passé à tabac, qui a été violenté. Donc, comment c'est socialement quand on est engagé comme vous et qu'on défend des positions qui ne sont pas toujours économiquement intéressantes pour des gens qui pensent qu'au profit? Merci pour cette question. Il faut que l'on se rende compte avant toute chose que quand on parle d'écologie, et lorsqu'on parle de choc, de catastrophe climatique, on ne parle pas d'écologie, on parle aussi d'économie. Quand vous avez 16 millions d'arbres qui s'effondrent, ou lorsque la tempête Dana dévaste toute une ville, comme c'était le cas à Valence, il y a un coût économique, il y a des calculs économiques à faire. Donc il faut trouver le point de rencontre intelligent, ouvert, logique entre ces deux éléments et faire comprendre à tous que le problème de l'environnement, c'est aussi et avant tout une question économique. Avant tout pour eux. Pour moi, ce n'est pas seulement ça, mais pour eux, c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Donc, il faut qu'on se rende compte qu'il y a des choses que l'on ne peut pas remettre à plus tard, y compris du point de vue financier, économique, parce que le changement climatique va avoir des coûts gigantesques. Il y a des migrants environnementaux, des migrants climatiques qui vont arriver en Europe par millions. Donc c'est évidemment une question humanitaire avant tout, mais c'est aussi une question économique. Donc il faut faire comprendre à ces gens-là qu'il y a des enjeux économiques. On n'est pas là pour défendre l'environnement, pour sauver le rouge-gorge ou admirer une marguerite. Non, nous avons une idée très claire, nous avons une vision très claire du monde que nous souhaitons et de la façon dont nous voyons l'avenir de notre planète et de nos sociétés. Parce que tout ça va ensemble, c'est indissociable. Et puis il y a une autre chose que je dis souvent. Il y a un certain point de vue, une certaine vision égoïste qui consiste à dire, et puis j'en ai touché un mot tout à l'heure d'ailleurs, sauver l'humanité. Sauver l'humanité, oui, mais il faut sauver toutes les espèces. Et c'est ainsi qu'on va se sauver nous-mêmes. Parce que souvent, les visions écologistes, au sens un peu étroit, sont aussi anthropocentriques. Elles sont aussi un peu paternalistes. Du genre, il faut être plus aimable, plus gentil avec la Terre pour qu'elle nous donne ses fruits plus longtemps. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est un autre paradigme qu'il nous faut. Il nous faut voir la Terre, la planète, comme quelque chose de sacré. Nous n'avons pas une planète de rechange. Tout cela, c'est lié avec la santé, la culture, avec les perspectives des générations futures. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui nous concerne parce que le changement se fait à un tel rythme, il est tellement rapide qu'il nous concerne, nous aussi, directement. Ces mois-ci, ces semaines-ci. Donc, et la lenteur. Comment faire? Paul Sweeney, qui est membre des travaillistes, qui dit comment est-ce qu'on fait pour expliquer la lenteur aujourd'hui aux jeunes qui sont dans un milieu où il y a autour d'eux des fast-foods, la polenta qu'on fait en 1 minute, les plats réchauffés au micro-ondes, etc. Alors la lenteur, elle est liée à une valeur fondamentale qui est celle de notre être, de notre voix, parce que si nous ne ralentissons pas, nous n'allons pas comprendre qui nous sommes. Nous sommes comme des hamsters qui tournent dans leur roue.
et on ne comprend plus rien. Donc ralentir, ça veut dire prendre le temps de réfléchir aux choses pour être plus lucide, pour penser de façon plus pacifique aux choses, aux relations. Et cette course infinie, cette frénésie sans fin est toxique au plus haut point. Et elle n'est bonne pour personne, et encore moins pour les jeunes qui vivent dans une angoisse perpétuelle, qui sont extrêmement préoccupés, qui sont effrayés, d'abord par l'angoisse de leurs parents, mais aussi par tout ce qui se passe autour de nous. Donc, commençons par enseigner la lenteur. Apprenons aux jeunes à ralentir. Et cela, nous devons le faire par l'exemple, ralentir nous-mêmes. Ralentir, c'est résister. C'est un acte de résistance. C'est subversif, ralentir, dans le monde dans lequel nous vivons. Donc je crois que, comme disait René Girard, la théorie du mimétisme, il faut faire les choses pour que les autres nous les voient et les imitent. Il ne suffit pas d'en parler. Monsieur le professeur, mon fils ne lit rien. Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, est-ce que vous lisez? Bon, non, pas tellement. Et alors, que voulez-vous faire? Commencez par lire un livre de temps en temps pour que votre fils vous voie en train de lire un livre, que de temps en temps vous avez du plaisir à ralentir et à prendre du plaisir à lire un livre. Et puis, lisez peut-être une belle phrase tirée de ce livre à votre enfant. Et peut-être que tôt ou tard, il aura l'envie de prendre lui-même un livre en main. Ça, c'est les enseignants aussi qui doivent le faire. Dans une école européenne qui s'est alignée sur le modèle américain, avec des tests, des évaluations constants, permanents, on a perdu cette notion d'instiller l'esprit critique, de faire de la classe, de la salle de classe, une société, un lieu où l'on débat, où l'on compare les connaissances et pas seulement les compétences. Ça, c'est une grave erreur qu'a fait l'école en Europe, c'est de s'aligner sur le modèle américain. Compétences, compétences, compétences. Et on a oublié les connaissances. Les connaissances sont liées à la réflexion sur le monde, la réflexion sur soi-même, sur la société, sur les relations entre les gens, sur la profondeur des choses. Et tout cela ne peut se faire que si l'on ralentit, sinon on n'y arrivera pas. Absolument. Je crois que nous allons conclure sur cette note. Il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois la Fondation Jan Michalski, remercier nos interprètes qui nous ont accompagnés pendant ce dialogue entre les langues. Vous remerciez, vous, d'avoir été présent ici, et puis surtout de remercier Matteo Righetto qui nous permet de voir d'un autre œil notre rapport avec la nature, avec la montagne. Et puis le rapport entre nous tous, finalement, parce que la montagne, c'est une métonymie, c'est une image pour parler du reste. Merci, David. Merci à tous. Grazie a tutti voi.